où on l'appelle surtout l'association aujourd'hui des diplômés de l'IAE Lyon, c'est tout simplement le réseau des diplômés de l'IAE Lyon. Donc en fait, dans cette association, nous rassemblons l'ensemble des diplômés de l'IAE Lyon. Et voilà, nous faisons beaucoup d'activités, donc nous avons une large communauté aujourd'hui, bien sûr, c'est l'ensemble des diplômés. Donc on a beaucoup de métiers différents, beaucoup de personnalités, on est tous uniques, beaucoup de secteurs d'activité, de niveau de responsabilité. Enfin, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se réunit autour du centre d'intérêt de l'entrepreneuriat, de la reprise, pour parler un peu business. Donc vous avez aussi des opportunités de carrière, et des partages d'expériences, et surtout des valeurs qu'on partage tous ensemble, qui sont l'ouverture, la communauté, fierté, engagement, diversité et dynamisme. Ce qu'il y a à savoir, ce qui est important pour vous, je dirais, en termes d'actions qui sont faites au sein de l'association, c'est nos rendez-vous réguliers. Alors aujourd'hui, il y a certains rendez-vous réguliers qu'on ne fait plus, type les after-work, les petits déjeuners, les ateliers débats, et encore là, ça revient en webinaire, le gala qu'on ne peut plus faire, effectivement, mais on a toujours nos webconférences aujourd'hui, et qui nous permet aussi d'attirer, je dirais, de toucher plus de personnes partout en France, et ça, c'est vraiment la grande force du digital, je dirais. C'est une chose qui va rester à l'avenir. L'ensemble de nos événements, la plupart de nos événements physiques seront retransmis en direct ou en replay pour avoir ce côté un peu digital et pouvoir faire participer des personnes qui sont même, je dirais, partout dans le monde. On a nos clubs thématiques, œnologie autour du vin, l'automobile, le digital, l'entrepreneuriat, QSE-RSE et le leadership. Vous avez l'ensemble de ces informations sur LinkedIn. De toute façon, je vous enverrai le lien tout de suite après pour l'ensemble de l'association. On a des chapters, c'est-à-dire les chapters, c'est si vous êtes pas sur Lyon, vous êtes à Paris, vous êtes à Marrakech, Prague, Abidjan, New York ou d'autres villes en France, nous y sommes. Nous y sommes par 3 biais. Je dirais qu'il y a des rassemblements de diplômés de l'IAE Lyon qui se font dans ces grandes villes. On a aussi le biais du digital aujourd'hui. Si vous êtes à Paris, vous pouvez suivre cette webconférence et vous pouvez m'entendre. Et aussi le biais via les autres associations alumni. Nous sommes en train de créer des partenariats pour vous inviter aux événements des autres alumni, parce qu'il y a de nombreuses IAE en France, et donc il y a forcément de nombreuses associations d'alumni pour chaque IAE, et donc voilà, on rattache les ponts petit à petit, mais voilà, on va vous inviter sur des événements dans presque toutes les villes de France, en fait, toutes les grandes villes de France. Vous avez le magazine, anciennement c'était Impact, maintenant c'est Connect que vous recevez chez vous directement, donc ça c'est le petit plus de l'association. Ce magazine est écrit par, je crois que c'est un journal lyonnais, en partenariat avec l'IAE Lyon, et qui vous permet aussi de vous mettre en avant. Vous pouvez faire des témoignages sur ce magazine, et ça peut être très intéressant. Donc accès au coaching individualisé, si vous recherchez un emploi, si vous-même vous souhaitez mettre en avant vos offres d'emploi, il faut passer par le service carrière qui est très en lien avec nous. Donc voilà, vous avez la possibilité de mettre vos offres gratuitement sur le site U3E de l'université. Et bien d'autres avantages encore, ça vous le verrez au cours de la conférence. Pour adhérer, alors on a un lien d'adhésion, je vais vous l'envoyer juste après. Donc pour les étudiants, c'est 40 €. Pour les jeunes diplômés de moins de 26 ans ou la promo sortante, c'est-à-dire vous êtes diplômé de 2020 jusqu'en 2021, vous pouvez avoir la participation de 64 €. Et pour les diplômés de plus de 2 ans, c'est 80 €. Attention, je rappelle que c'est une adhésion à vie. Pour ce qu'on fait comme webconférence, vous êtes vite rentable. 80 €, franchement, pour tout ce qu'on fait, vous allez bien kiffer, quoi. Donc voilà, si vous souhaitez nous contacter, vous avez l'adresse qui est présente ici, contact@iaelyon-alumni.fr. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je vais vous envoyer 2 liens là tout de suite. Je vous prends encore quelques secondes. J'enlève mon partage. Je vous fais un call to action. Alors là, le premier lien, ça va être le lien d'inscription aux alumni si ce n'est pas le cas. Inscription à l'association. Vous pourrez le faire après la webconférence. Inscription, je vais mettre inscription IAE Lyon Alumni. Tac. Je vous envoie une petite astuce. Donc là, vous avez juste à cliquer sur le bouton. Comme ça, vous avez le lien qui apparaît. Je vous envoie une petite astuce. Ne vous inscrivez pas tout de suite. Inscrivez-vous. Là, je suis gentil.
Normalement, on va faire un Black Friday qui va arriver, je crois, le 4 décembre. Donc, attendez le Black Friday, vous aurez 20% ou 30%, je ne sais plus combien c'est, dans ces eaux-là, pour vous inscrire. Comme ça, ça sera encore moins cher. D'accord ? J'envoie aussi un autre lien qui est très important, c'est notre page LinkedIn. Vous pouvez y accéder déjà et vous avez déjà les informations en avant-première sur le LinkedIn. LinkedIn, paf, texte du bouton LinkedIn, je vous envoie ça, paf. Voilà. Et pour l'ensemble des autres informations que vous allez, en fait, vous allez recevoir un ensemble d'informations directement par mail à la suite de la webconférence. Vous allez recevoir encore à nouveau le lien d'inscription à l'association, vous allez recevoir le replay, vous allez recevoir la page LinkedIn, etc. Donc, si vous n'avez pas ces informations, que vous avez perdu, vous inquiétez pas, vous retrouverez dans vos mails l'ensemble des informations. Voilà, j'espère que j'étais assez rapide, j'ai pris quand même 10 minutes de présentation en tout. Maintenant, je laisse la main à mon cher Bertrand. Merci. Et Béranger, je te remercie de ta présence et je te remercie de ta participation. Merci beaucoup. Alors, voilà. Si je peux me permettre de faire un tout petit commentaire. Bien sûr. Puisque je ne fais pas partie, je ne viens pas de l'IE Lyon, j'ai aussi un alumni dans mon école et j'aimerais souligner que les tarifs sont vraiment, vraiment attractifs par rapport à d'autres alumni. Voilà. Je rajoute une chose, parce que merci Béranger, je rajoute une chose, je vous le dis un peu en avant-première, c'est encore officieux, c'est qu'un projet, mais le bureau va présenter, c'est ça que j'oubliais, oula, vous avez reçu normalement par mail une invitation à l'Assemblée Générale qui se passe, je crois, le 17 ou 18 décembre, je ne sais plus. Est-ce que Bertrand, tu sais, ou est-ce qu'il y aura un Guillaume ou un Thomas qui se rappelle de la date? C'est un vendredi, je l'ai noté, c'est le 18. 18, voilà, vendredi 18. Merci Guillaume, merci Bertrand. Merci Thomas de ta non-participation. Petit clin d'œil. Mais du coup, le 18 décembre, vous avez l'Assemblée Générale et voilà, il y a un projet je dirais, de changer les cotisations et on va aller sur une augmentation des cotisations. Donc, profitez-en avant cette date, avant le début janvier, parce qu'on a des belles choses qui arrivent. Et voilà, donc comme le disait Béranger, c'est quand même très attractif parce que ça vit. Voilà. J'arrête là ma petite pub et je vous souhaite un très bon webinaire. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci Jean-François. Du coup, c'est moi qui vais reprendre la parole directement. Alors bon, je vais me présenter très très rapidement et je vais laisser la parole à Béranger pour qu'il se présente également. Donc moi-même Bertrand Malatray, j'ai été diplômé de l'IAE en 2014. Je suis passé par le centre Ginov pendant 2 ans après avoir fait plusieurs années à la fac de droit à Lyon 3. Et Béranger, que j'ai connu pendant ces nombreuses années à Lyon 3, dans l'associatif étudiant, et à qui je laisse la parole pour qu'il se présente un petit peu. Donc voilà, Bertrand que j'ai pu connaître quand il était à Lyon 3. Moi, je suis diplômé donc d'RMS, enfin de l'ESC Reims, et je suis actuellement enseignant, consultant et tout comme Bertrand, on va dire entrepreneur en série. Hein. La structure en date actuellement que je dirige est une structure des métiers du spectacle, notamment, donc sur un marché très concurrentiel et parfois problématique avec des problématiques normatives un petit peu compliquées, mais je travaille aussi dans le conseil. Donc, on parle pas de nulle part, c'est-à-dire que quand on vous parlera des positionnements produits, il y a l'apport théorique, mais il y a aussi une expérience des erreurs qui ont été faites et à ne pas refaire. Voilà, donc comme Béranger disait, il est multi-entrepreneur. On a l'occasion de travailler ensemble sur quelques missions de conseil et à côté. Et c'est là où il sera tout à fait à même d'apporter tout l'apport théorique. Il est enseignant en BTS, voilà. BTS, à côté, tout à fait. Voilà. Alors, au niveau du programme, aujourd'hui, on va essayer de faire ça je pense qu'on en a pour une vingtaine de minutes. Après, ça laissera comme ça un peu de temps pour les questions. On va aborder un petit peu l'échec entrepreneurial, les raisons. Hein. On verra que les problèmes de positionnement sont
d'échecs. On verra qu'il y a des inégalités dans les différents secteurs d'activité. On abordera tout ce qui est fondement des positionnements stratégiques, quelques rappels théoriques de cours. On abordera tout ce qui est détermination du prix et de la cible client, avec aussi bien un positionnement, un zoom sur la partie service que sur la partie produit. Tout ce qui est biais cognitif, l'effet de halo, l'effet de réseau et les regroupements. Puis on verra un peu toutes ces théories dans des cas pratiques appliqués à des missions en entreprise sur lesquelles on a déjà pu travailler. Alors, au niveau de l'échec entrepreneurial, les statistiques sont pas évidentes toujours à avoir, dans la mesure où il y a des statistiques INSEE, mais qui sont faites sur des petites populations d'entreprises, et il y a ensuite pléthore d'articles sur le net sur des analyses qui sont plus ou moins on va dire fondées, mais avec des groupes en tout cas de populations qui sont plus ou moins fortes. Mais ce qui ressort, quoi qu'il arrive, c'est en gros une entreprise sur 3 qui ne dépasse pas la 3e année. Malgré tout ça, il y aurait quand même 90% de l'emploi qui serait créé dans ces entreprises, qui serait maintenu à 5 ans. Alors des grandes disparités, bien évidemment, qui dépendent du statut juridique, qui dépendent des capitaux de départ. Est-ce que vous vous lancez seul ou à plusieurs? Est-ce que vous avez déjà de l'expérience dedans ou non? Et étonnamment, est-ce que vous avez un métier ou une autre activité en plus de votre entreprise? Ces statistiques sont à prendre quand même de temps en temps avec certaines pincettes, notamment parce que une entreprise qui est créée par quelqu'un qui a un salaire à côté ne partira pas forcément en liquidation aussi rapidement qu'un projet qui est monté par une entreprise individuelle, par un entrepreneur individuel qui n'a pas d'autres revenus à côté. Au niveau des secteurs d'activité, ça c'est la première notion qu'on voulait aborder du coup avec vous aujourd'hui, c'est le fait que les marchés sont plus ou moins matures, plus ou moins réglementés et plus ou moins saturés. Il est plus ou moins facile d'attaquer un marché, de construire une offre concurrentielle sur un marché. On a essayé de réunir un petit peu des chiffres qui peuvent vous donner des idées sur les différents marchés. Vous voyez par exemple le marché du conseil qui est un marché qui intéresse beaucoup de personnes à mon avis autour de la table, est un marché qui finalement a un volume qui est plus ou moins gros. En tout cas quand on compare au nombre d'acteurs, il est quand même pas si gros que ça. Il y a beaucoup d'indépendants à l'intérieur de ce marché-là, contrairement à d'autres marchés. Alors c'est un marché en croissance, contrairement à d'autres marchés qui peuvent être plus gros mais qui sont pas forcément en croissance. Et c'est là où toute la notion de niche et toute la notion d'offre en fait prend un intérêt. C'est à l'intérieur d'un marché qui peut avoir un taux de croissance intéressant, qui peut en tout cas laisser une place à des nouveaux acteurs. Au niveau des fonds, alors Béranger, peut-être quelque chose à rajouter sur les secteurs d'activité. Par rapport à un apport théorique, il y a une notion qui est importante aussi sur ces différents secteurs, c'est la notion de barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'en fonction des secteurs, il y a une capacité, une facilité à rentrer sur le marché qui est plus ou moins forte. Je vais prendre par exemple l'exemple de la pharmacie. Les barrières à l'entrée sont extrêmement fortes puisqu'il vous faut un diplôme spécifique. Les barrières à l'entrée ont 2 effets. Le premier effet, c'est de créer une difficulté à rentrer sur le marché. Mais le deuxième effet, c'est qu'on remarque assez paradoxalement que quand les barrières à l'entrée sont fortes, les acteurs qui ont réussi à rentrer ont des taux de réussite qui sont plus élevés. Puisqu'en fait, on a une offre qui va croître. La menace de nouveaux entrants est moins forte. S'il y a des notions qui vous parlent pas, n'hésitez pas à le dire dans la partie question. Mais la menace des nouveaux entrants est moins forte. Et donc, par exemple, le marché de la pharmacie, le marché du notariat sont des marchés où il y a des barrières à l'entrée très fortes, mais où les acteurs s'en sortent bien justement parce que la barrière légale crée une limite à l'offre. Ce qui fait qu'on va avoir moins de concurrence par rapport à la demande. Là où le marché du conseil a très peu de barrières, dans le sens où il vous faut peu d'investissement, il est très difficile d'être un bon consultant, mais il est facile de se déclarer consultant. On va avoir plus de difficultés, des taux de réussite moins élevés, puisqu'il va y avoir une offre qui va être beaucoup plus pléthorique par rapport à la demande.
Voilà, c'était sûr. Voilà. Et alors, par rapport à ce que tu viens de dire, en effet, ça me permet de rajouter également quelque chose. C'est que tu parles des barrières à l'entrée dans les secteurs, si on les prend stricto sensu. En revanche, dès qu'on va faire de la transversalité, par exemple, le secteur de la pharmacie ou le secteur du notariat peuvent être des niches qui peuvent être intéressantes pour le conseil et continuer, vu le taux de croissance du conseil, à augmenter les volumes financiers en France qui sont portés par le conseil, puisque pour l'instant, aussi bien sur les pharmacies que sur les professionnels libéraux réglementés, le conseil a encore très peu d'offres en fait qui sont développées, même si c'est en train d'arriver petit à petit. Bien sûr. Et de toute façon, plus la santé financière du marché que vous visez en tant que consultant, hein, est bonne, plus vous aurez des facilités à vous faire payer et à vendre vos prestations au juste prix. On peut prendre par exemple l'exemple de la mode où il y a beaucoup de petits acteurs qui tentent de se lancer. Il est beaucoup plus difficile de vendre des prestations de conseil et de les vendre au bon prix par rapport à de la pharmacie où on a des acteurs qui ont une assise financière, qui ont une pérennité, une stabilité et qui, on va dire, quand on arrive à les convaincre que la prestation vaut le coup, vont beaucoup moins rechigner à payer. Voilà. Alors, au-delà du coup de toute cette notion de marché qui est primordiale, il y a des grandes théories fondamentales. On va y revenir rapidement. On est tous passés par l'IAE, par des écoles de commerce. C'est juste histoire de se remettre un petit peu des notions en tête, notamment ce qu'on appelle les 4P ou les 4C, où vous retrouvez les schémas. Alors, les 4P, du coup, moi, ce que j'avais appris il y a quelques années, j'ai pu avoir l'occasion de découvrir qui se transformait en 4C, en effet, avec pour le produit une notion beaucoup plus de besoin du client, au niveau du prix une notion de coût, au niveau des endroits où vendre une notion de où et comment le consommateur veut-il consommer, veut-il acheter ses produits ou ses services, et toute la notion de promotion de communication qui maintenant s'étend à une une notion de communauté, pardon, qui nécessite des investissements et des stratégies à mettre en place. Je vais laisser la parole du coup maintenant à Béranger sur quelques slides après, au niveau aussi bien de la maîtrise BCG et des stratégies de domaine. Il va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, pour ce qui est de la matrice BCG, donc BCG, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le Boston Consulting Group, c'est le deuxième plus grand cabinet de conseil en stratégie du monde après McKinsey. Ils ont développé une matrice qui date maintenant aujourd'hui, mais qui est encore utilisée. C'est une matrice qui fait le lien entre un produit et un marché et qui se pose la question, qui sert à deux choses. D'abord, savoir si un produit mérite d'être lancé, mais surtout savoir si un produit mérite d'être abandonné ou pas. Et c'est surtout sur ce deuxième point que la matrice BCG est utilisée, c'est-à-dire est-ce qu'on doit continuer à investir sur un produit ou est-ce qu'on doit l'abandonner. Donc, on va regarder d'un côté la croissance du marché, est-ce que c'est un marché qui a une croissance élevée ou faible, et les parts de marché, c'est-à-dire notre positionnement sur le marché. Si on est sur un marché qui a une bonne croissance, un marché d'avenir, mais pour lequel on a des parts de marché faibles, on va dire qu'on est sur un produit dilemme, c'est-à-dire c'est un produit ou un service pour lequel il faut vraiment se poser la question de la viabilité de ce dernier. Puisque la croissance du marché crée une forte attractivité, il va y avoir de plus en plus de concurrents, et si aujourd'hui on n'a pas une bonne part de marché, les efforts commerciaux, d'investissement, de marketing nécessaires pour se maintenir à flot sur ce marché attractif risquent de manger la marge, et on risque d'être dans une situation un petit peu problématique. Deuxième situation en haut à droite de la matrice, le produit star, le produit étoile. Si vous êtes sur un marché d'avenir et que vous êtes bien positionné sur ce marché, évidemment, on conseille forcément d'investir sur ce dernier et de bien se positionner. Si votre part de marché est faible sur un marché qui est moribond, à ce moment-là, on appelle ça un poids mort. Il faut abandonner le produit ou le service. Il faut très clairement abandonner le produit ou service. Si vous êtes numéro 3 du marché de la VHS, il faut lâcher l'affaire tout de suite. Le dernier qui est souvent le plus intéressant pour beaucoup d'entreprises, le marché, les produits et services vache à lait. Quand vous êtes sur un marché qui a une croissance faible
avec une part de marché élevée. C'est-à-dire que vous êtes leader sur un marché où il y a peu de monde qui est positionné ou peu de croissance. C'est souvent les produits qui vont nécessiter peu d'investissement, car peu attractifs, et qui vont vous ramener beaucoup de cash. Donc les vaches à lait sont souvent les machines à cash des structures. Machine à cash dont il va falloir quand même préparer la relève, puisque un marché à croissance faible peut devenir un marché mourant un jour. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la VHS, même si vous êtes leader sur le marché de la VHS, c'est peut-être plus rentable aujourd'hui. Mais être leader sur le marché du vinyle, qui est un marché qui est devenu un marché de niche où il y a peu d'acteurs, là, on peut être sur quelque chose qui peut rapporter beaucoup d'argent. Donc, cette matrice BCG, elle nous permet vraiment de se poser la question en 2 temps, c'est-à-dire quel est l'avenir du marché, quel est mon positionnement sur ce dernier, et donc est-ce qu'on est sur quelque chose de viable ou pas. Donc, se poser une vraie question sur les produits dilemme, croissance forte, part de marché faible, investir à fond sur les produits stars, abandonner les poids morts, et sur la vache à lait, essayer d'en tirer un maximum de cash, tout en sachant que la vache finit toujours par mourir. Et voilà. là, du coup, tu parles des produits, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'applique tout autant pour les services, dans la mesure où dès qu'on redécoupe les marchés, c'est vrai que là, tout à l'heure, je vous ai donné des exemples de secteurs d'activité. Après, quand on prend les marchés boursiers en général, on peut tout redécouper en sous-secteurs, et on se rend compte que même dans les services, il y a des parts de marché à conquérir avec des prestations de services qui sont plus intéressantes et plus rentables que d'autres. Je pense notamment aux niches de la formation avec les payeurs, mais on en parlera peut-être un petit peu après. On en reparlera plus tard de ça. On en reparlera plus tard. Ensuite, alors, avant de revenir sur ce point, donc, pour comprendre, quand vous vous positionnez sur un produit ou un service, Michael Porter détermine 3 stratégies possibles. Il y a 3 façons de se démarquer des concurrents. Alors, Michael Porter, c'est le pape de la stratégie. On ne pouvait pas faire l'économie de cet auteur-là. C'est des outils qui sont encore. Alors, ça reste une nomenclature. On peut trouver toujours des exemples qui sont dans un mélange de deux de ces 3 positionnements, voire un mélange de ces 3 positionnements, mais c'est plus rare. Mais ça permet en fait, cette nomenclature permet de savoir ce qu'on cherche à faire. Michael Porter dit que pour se démarquer de ses clients, il y a 3 stratégies de domaine. La première, c'est la domination par les coûts. On vend moins cher que les concurrents. Et on verra qu'il y a plusieurs façons de vendre moins cher que les concurrents. La deuxième, c'est la différenciation. On trouve une solution pour se démarquer de la concurrence. Une meilleure qualité, une meilleure marque, etc. Et donc, notre positionnement, il ne va pas se faire sur le prix, il va se faire sur une valeur ajoutée différente ou meilleure. Et le troisième, la focalisation. Une des solutions pour se démarquer de ses concurrents, c'est d'aller sur un marché où il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'idée de la focalisation, c'est le positionnement de niche. On va aller sur un marché où il y a peu d'attractivité. Donc, on commence par la différenciation. Alors, la différenciation, c'est justifier son prix, qui est au niveau du marché, voire au-dessus, via une différence. Les sources de différenciation sont diverses et variées. Alors, on a la marque, l'image de marque, on a les caractéristiques techniques du produit, on a les services qui accompagnent le produit, on a le conditionnement, on a le circuit de distribution. Alors, attention tout de même. Attention à la différenciation. La grande majorité des entrepreneurs qui se lancent veulent se mettre sur la différenciation. Or, pour qu'une différenciation fonctionne, il y a 3 conditions qui doivent toujours être mises en place. Premièrement, les éléments de différenciation ne doivent pas être détenus par d'autres concurrents. Si vous vous différenciez, je sais pas moi, sur un niveau de qualité et qu'il y a 10 autres concurrents qui ont le même niveau de qualité, ça peut pas fonctionner. Si vous vous différenciez sur votre image de marque et qu'il y a 10 concurrents qui ont une image de marque similaire, ça ne marchera pas non plus. Deuxièmement, il faut que votre élément de différenciation soit très clairement perceptible par le client. C'est-à-dire, je parlais d'image de marque et de qualité, ce sont souvent les exemples de différenciation qui marchent le moins quand on parle de qualité de façon abstraite. Il faut que ce soit clair pour le client. Par exemple, vous avez un service, une livraison en 24 heures, là où les autres font 48 heures. On est sur quelque chose qui est objectif,
compréhensible par le client. Vous avez une image de marque, vous êtes le seul positionné sur les jeunes. C'est un point qui est objectif, qui est facilement compréhensible par le client. Par contre, si vous avez votre positionnement de jeune, urbain, de telle ville ou en fait, souvent, le problème de la différenciation, c'est qu'il y a des entreprises qui pensent se différencier, mais cette différenciation n'est pas perçue clairement par le client. Faites le distinguo entre ce qu'il y a dans vos PowerPoint, dans votre stratégie de départ, et ce qui va être vu de façon très claire à l'extérieur. Et le dernier point, c'est que votre élément de différenciation, donc il ne doit pas être détenu par d'autres concurrents, il doit être clairement compréhensible par le client et visible. Et le dernier point, il doit correspondre aux besoins du client. Si vous êtes sur un marché, comme je vais prendre un exemple, le marché le marché des briquets. Si vous êtes sur le marché des briquets et que vous avez une meilleure qualité, un meilleur niveau de vie, là où tout le monde cherche des produits peu chers et faciles d'utilisation, vous n'allez peut-être pas avoir assez de clients qui vont avoir besoin de cet élément de différenciation. Et là, vous pouvez être dans l'échec. Donc, c'est vraiment important. C'est là-dessus qu'on a le plus d'échecs en entrepreneuriat, c'est quand on fait une différenciation qui est mal calibrée. On peut passer à celui d'après, la domination par les coûts. Alors, domination par les coûts, c'est un système simple, mais très efficace. Donc, vendre moins cher ou mieux maîtriser ses coûts, ce qui est un argument qui est toujours valable. D'ailleurs, il y a un autre élément qui est important pour la différenciation. N'oubliez pas que quand vous vendez un produit ou un service dont votre client ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, il va être important de prendre en considération que ils vont pas être capables de comprendre si vous avez un beau rapport qualité-prix, que votre prix de vente est bas par rapport à votre qualité, puisqu'ils n'ont pas forcément la capacité d'évaluer votre qualité. En tout cas, dans le cadre de la domination par les coûts, on peut vendre moins cher en rationalisant l'organisation, en faisant du volume, via un mode de production innovant, par la niche légale. Alors, quand on dit niche légale, je vais prendre un exemple très connu, c'est par exemple Uber. Uber, en trouvant un système pour remplacer des salariés par des prestataires indépendants, a fait l'économie de toutes les charges sociales et toutes les charges liées à la gestion des salariés. Congés payés, primes d'heures supplémentaires, coûts des formations, etc., etc. Et donc, en faisant ces économies-là, il a réussi à se positionner beaucoup moins cher que les taxis traditionnels. Donc, en fait, vous pouvez, en trouvant une autre façon de faire des économies sur des normes légales et des cotisations sociales, ce qui vous permet de vendre moins cher. Le dernier, la stratégie du low cost. La stratégie du low cost, c'est une stratégie qui tend vers l'essentialisme, c'est-à-dire qu'on va se dire que sur certains marchés, tous les produits, il peut y avoir l'exemple typique, c'est EasyJet. Dans un avion, vous avez les plateaux repas, vous avez les bagages, vous avez tout un décorum. On avait tout un décorum qui avait un coût conséquent. EasyJet est parti du principe, et les autres opérateurs low cost de l'aviation, que ce qui intéressait vraiment les clients, c'était d'être transportés d'un point A à un point B. Ils ont donc enlevé tout ce qui était secondaire pour se concentrer là-dessus, en baissant le confort, le niveau des prestations, en permettant aux personnes de ne pas prendre de bagages, ce qui représente un coût pour l'avion en termes de carburant et de logistique. Et donc, en se concentrant sur l'essentiel, on arrive à vendre moins cher, un produit certes de moins bonne qualité, mais finalement, on va dire le bénéfice recherché par le client est toujours présent. Donc, bon, alors attention, tous les marchés fonctionnent pas comme ça. Il y a l'exemple de Bic. Bic, à une époque, a voulu faire la même chose, mais sur le parfum, en se débarrassant de tout ce qui n'était pas essentiel, les packaging chers, l'image de marque, les licences de marque avec les couturiers, la publicité, etc., pour vendre des parfums qui coûtaient 10 fois moins cher que les autres, puisque sur un parfum à 80 €, on a à peu près 1 à 2 € de parfum. Et ils n'ont jamais réussi à le vendre parce que sur ce marché-là, ce qui était attendu, c'était pas cette essence-là, c'était justement ce qu'il y avait autour. Alors aussi, petite parenthèse sur les prestations de services. La domination par les coûts dans les prestations de services, elle est toujours un petit peu compliquée parce qu'on est face à des acheteurs qui n'ont peut-être pas une vision très claire.
de ce que coûtent les prestations et ont un peu du mal des fois à comparer deux prestations. Quand vous prenez deux prestations d'audit, vous pouvez en avoir une qui coûte 10 fois plus cher que l'autre, mais parce qu'il y a un travail qui est plus important dans la plus chère des deux. L'une des stratégies pour afficher une domination par les coûts et pour, on va dire, aller chercher du client via le prix dans le conseil, c'est la vente au pourcentage. Ce qu'on va appeler la vente au pourcentage, ça va être par exemple si vous faites une prestation de cost killing, plutôt que de vendre la prestation en monnaie sonnante et trébuchante, vous la vendez en pourcentage des économies. C'est-à-dire que si vous mettez votre client dans une situation où vous ne lui demandez pas de vous payer une somme, mais de vous donner un pourcentage de ce que vous lui rapportez, vous vous positionnez aussi dans une situation de domination par les coûts, puisqu'en fait, vous donnez une charge variable et non une charge fixe. Et pour beaucoup de structures de taille PME et ETI, c'est une vraie force. Vous aurez moins cette culture-là quand vous vendez à des grands groupes. Mais pour les PME et aussi surtout pour les TPE, les ventes au pourcentage représentent une stratégie de domination par les coûts parce qu'il y a cette idée de si je ne vous rapporte rien, je ne vous coûte rien, de toute façon, ma prestation ne fera que vous rapporter de l'argent. Alors, je vous dis ça, c'est pas forcément applicable dans toutes les structures. Il y a aussi une stratégie de domination par les coûts qui peut être mise en place pour l'externalisation de prestations. Si vous faites par exemple des prestations administratives ou GRH à la place de votre client, et ben le tout c'est de l'amener à comparer ce que lui coûterait un salarié et ce que vous vendez. Et si ce que vous vendez coûte moins cher que ce que ça lui aurait coûté en interne, on est dans une logique d'économie pour la structure. C'est une stratégie qui marche très bien, mais attention, ça marche très bien pour vendre, mais ça peut créer de la difficulté. Je vendais à une époque, j'avais un cabinet de recrutement, je vendais des prestations de placement et de recrutement qui étaient vendues au succès, donc je vendais très facilement. Le problème derrière, c'est que si le client ne vous paye que si ça fonctionne, et ben vous vous retrouvez dans une situation où c'est vous qui assumez le risque. Donc, ce qui peut vous mettre dans des situations un petit peu compliquées, mais ça facilite la vente. On arrive au dernier point, la focalisation. Alors, juste avant, moi, je voulais rajouter un petit point sur les niches légales. Tu parlais tout à l'heure de Uber, des économies, de charges sociales, etc. Parmi les plus grandes dépenses qu'on peut avoir, enfin les coûts principaux qu'on peut avoir dans n'importe quelle structure, c'est souvent les coûts d'acquisition de clients, les coûts de communication. Je pense qu'il existe également des niches légales. Alors avant de parler de domination, on parle peut-être plus d'intégration. C'est vrai qu'on parle d'un positionnement de façon à intégrer un marché à moindre coût. Je fais le parallèle en tout cas avec cette stratégie de domaine. Et c'est là où il y a, à mon avis, certaines niches légales qui sont plus faciles que d'autres, ne serait-ce que parce que les payeurs ne sont pas les consommateurs. Ou l'inverse, en tout cas, que les consommateurs ne sont pas les payeurs. Je pense à la formation, qui se fait de plus en plus sur la base des budgets formation des entreprises, voire même des budgets formation personnels des salariés. Et voilà, il y a certaines niches comme ça qui sont tout de suite plus faciles à vendre. Oui, et j'aimerais venir aussi sur la question d'Olivier, qui est très pertinente. Doit-on donner à nos clients un comparaison entre le marché et nous? Et oui, ça peut être une stratégie. C'est-à-dire que dans vos outils de communication ou dans votre étape de prospection, le fait de donner un état du marché et de montrer pourquoi vous êtes 10, 20, 30% moins cher que le marché, ça peut être un argument qui peut faire mouche. Après, la question c'est d'où vient votre chiffre du prix du marché. C'est-à-dire que si vous sortez une source officielle, je sais pas moi, INSEE, APEC, McKinsey ou autre, c'est vrai que ça fait un argument massu où vous pouvez faire la moyenne des plaquettes de vos concurrents, par exemple. Mais voilà, le client peut aussi se dire que vous annoncez un prix marché gonflé pour donner l'impression que vous êtes moins cher. Donc, mais c'est vrai que ça peut être vraiment un argument, c'est-à-dire donner à votre client un état des lieux du prix du marché pour donner cette comparaison-là. Mais ça fonctionne seulement quand on est sur de la vente B2B. Et qu'on a des contacts, on va dire, assez approfondis avec les clients. Si vous êtes sur du B2C, un produit vendu en grande surface ou sur de la distribution un petit peu massive, malheureusement, on n'a pas un niveau d'échange assez approfondi pour jouer sur ces comparaisons-là.
Mais oui, c'est une bonne stratégie. La dernière, la focalisation. Alors la focalisation, merci de la question, Olivier. La focalisation, c'est un peu, enfin, c'est la petite chouchoute des PME et des TPE parce que c'est celle qui va avoir les meilleurs rendements pour des petites structures. Je m'explique. Alors, l'idée d'une focalisation, c'est de se positionner sur un marché peu attractif ou peu connu aussi, où l'offre est inférieure à la demande. C'est une stratégie qui est très rentable car elle nécessite ni volume important ni investissement massif. En fait, on évite la concurrence. Il y a des exemples de focalisation qui se sont faits par hasard. Je pense à l'entreprise Tout en Camion, par exemple. Une personne qui était sur le marché de la réparation et de l'amélioration de camions, qui un petit mécano qui avait des difficultés et qui a commencé à transformer pour un ami un camion en labo pour prise de sang. Vous savez, les labos de l'établissement français du sang au moment des prélèvements. Et il s'est rendu compte que personne ne faisait ça. Aujourd'hui, il a 80% des parts de marché. Il a 80% des parts de marché. Il a un produit qui est vache à lait. Et là, ça devient une machine à billets. Parce que une fois que vous faites partie des 2-3 premiers sur ce marché de niche, ça devient plus rentable de venir vous concurrencer. Vous n'avez pas à vous battre avec des concurrents, vous obtenez les clients. Alors, le plus dur sur la focalisation, c'est de trouver la bonne idée. C'est de trouver le marché pour lequel il y a assez de clients, il y a assez d'argent à se faire et il n'y a personne qui propose un produit ou un service. Donc voilà, il faut faire attention à ne se positionner sur un marché sur lequel il y a un produit de substitution ne répond pas mieux aux besoins et sur lequel ça peut fonctionner. Le prix maintenant. Alors alors voilà, en théorie, il y a 3 façons de déterminer un prix: prix psychologique, prix de marché, prix par les coûts. Dans les faits, quand vous déterminez le prix, vous faites souvent les 3 et vous comparez un petit peu. Donc le prix psychologique, c'est l'étude. Donc, vous faites une étude auprès de votre clientèle cible. S'il y en a qui sont intéressés, je vous montrerai la méthode un peu plus dans le détail. L'idée, c'est que vous posez 2 questions. En dessus, le but, c'est de déterminer en dessous de quel prix le produit est considéré comme peu crédible, parce que pas assez cher, et au-dessus de quel prix le prix est trop élevé pour un achat. Et en croisant les données sur ces 2 questions auprès d'une population cible, on va obtenir le prix optimum. En sachant qu'il y a aussi 2-3 petites combines, c'est-à-dire que il faut pas utiliser que cette moyenne arithmétique. On sait que les prix arrondis sont pas efficaces, c'est-à-dire qu'il vaut mieux un 14,99 qu'un 15 euros. Alors là, ces éléments-là marchent surtout sur le B2C, mais on sait qu'il y a des paliers, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être à 1950 qu'à 2000. Après, ça se fait par du sondage et il y a des méthodologies pour, on pourra en reparler si c'est ce qui vous intéresse. Ensuite, je rajouterais que le prix psychologique dépend également du produit et de la cible client. C'est-à-dire que si vous vendez, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Monsieur London, des accessoires de mode pour hommes, des cravates, par exemple, et que vous voulez vous positionner sur un certain prix parce que vous avez des coûts de production qui sont quand même assez conséquents, et le prix psychologique va être important il va pas être le même en fonction des gens qui vont acheter la cravate et en fonction de justement le prix devient un critère très très important. C'est-à-dire qu'il faut bien penser à faire le sondage sur votre cible et pas à côté. Voilà. Non. Positionnement sur le marché. Alors l'idée c'est vous prenez les prix du marché, vous identifiez et là vous avez 3 positionnements possibles. Stratégie de pénétration, donc ça veut dire que vous êtes moins cher que les autres si vous voulez faire une stratégie de domination par les coûts, et alignement moyenne du marché ou écrémage. Si vous vous différenciez en fonction de votre différenciation, plus l'élément de différenciation est fort, plus vous pourrez mettre en place une stratégie d'écrémage. En sachant que alignement, c'est de se dire on se différencie, on tente de faire du volume, écrémage, c'est on se différencie pour justifier notre valeur ajoutée. Donc là, il faut comparer par rapport aux différents éléments. Et puis après, ce qui est assez intéressant, c'est vous regardez, quand vous avez choisi votre positionnement prix, où vous êtes par rapport au marché, vous vous dites, est-ce que je suis cohérent? Est-ce que quand je vends mon produit à 100 euros, je regarde les autres qui vendent à 100 euros, est-ce que ma différenciation, si j'ai choisi une différenciation, est cohérente et pourra amener des personnes à prendre mon produit plutôt que l'autre à 100 euros? Et le dernier point, c'est l'approche par les coûts. Alors en fait, vous déterminez vos coûts de production et ensuite vous fixez un objectif de marge qui vous permettra de vivre et de faire tourner la boutique.
Elle est intéressante cette démarche, puisque en fait, alors, faire le coût de production seul est une hérésie, parce que c'est pas parce que votre service coûte 1000 euros à produire que forcément il y a des gens qui voudront l'acheter 1500. Par contre, il est intéressant de le faire pour le comparer à ce que vous avez trouvé dans l'une des, ou voir les deux autres méthodes. C'est-à-dire que si vous déterminez un prix psychologique et votre coût de production est supérieur au prix psychologique, là, il va falloir se poser la question soit de trouver un autre positionnement, soit de baisser les prix, soit d'abandonner le projet parce que visiblement c'est pas viable. Et il y a beaucoup de personnes qui font que l'approche par les coûts et quand ils se retrouvent face au marché, ils se rendent compte qu'en fait leur produit n'est pas vendable. Donc c'est très important d'avoir cette première approche-là. Comment on détermine un prix réalisable, un coût de production pour un service? C'est là que ça devient très compliqué. Déjà, vous déterminez vos charges, puisqu'il y a toujours des charges, je sais pas moi, logiciel, frais de déplacement, etc. Vous déterminez le temps de prestation. Alors, c'est toujours des fourchettes, c'est toujours un petit peu compliqué. Et après, vous faites un coût moyen du taux horaire de vous, des consultants que vous allez recruter. En sachant que il faut y réfléchir dans les deux sens sur les prestations de service, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne faut pas s'engouffrer dans le défaut et la faille qu'on peut avoir, c'est-à-dire de continuer à délivrer encore et encore et encore, alors qu'on a dépassé en termes de temps le coût de production. C'est pour ça qu'il est important, quand on vend une prestation de service, de bien l'encadrer pour être capable de dire, là j'ai fini ma prestation, si vous voulez plus, il va falloir refacturer en plus. Parce que le défaut inverse qu'on peut avoir, c'est de vendre des prix par rapport au prix psychologique ou au prix de marché et de se rendre compte qu'on délivre tellement qu'en fait, on vend entre guillemets à perte. Alors, on n'est jamais à perte quand on est par exemple indépendant seul, dans le sens où votre homme, il n'a pas de facture en monnaie sonnante et trébuchante, mais au bout d'un moment, l'objectif d'une activité, c'est aussi de vous rémunérer. Voilà. Et j'allais dire, il y a aussi toute la notion, je reviens à la notion de marché dont on parlait tout à l'heure, il y a des marges dans les marchés. Et c'est vrai que autant il y a certaines niches qui peuvent peut-être permettre d'économiser toute une partie des marges. Je pense par exemple à la différence entre une boîte qui ferait juste de la conception de plateau repas et une boîte qui fait traiteur restauration. Bien évidemment, la masse salariale n'est pas la même et ça permet éventuellement d'économiser, d'avoir des taux de marge différents. En revanche, il faut se mettre au taux de marge des marchés. Je me souviens une fois d'avoir rencontré un investisseur où on lui expliquait gentiment que si on était sur des marges en dessous de notre marché, les accessoires de mode de luxe, c'était parce que on avait fait attention à notre distribution et on maîtrisait nos coûts de distribution. Et elle nous avait dit que la distribution faisait partie intégrante de toute façon des marges du luxe et de la mode en général, qu'il fallait simplement se mettre au prix du marché et au prix du marché, mais aussi aux marges du marché. Parce que voilà, sinon ça sert à rien. Et si vous n'êtes pas capable de tenir les marges, votre prix, il a beau être au prix du marché, ça ne sera pas le bon prix. Je te redonne la parole pour l'effet de halo, ouais. Ouais, l'effet de halo, je vais vous dire ça vraiment en 2 minutes. L'idée d'un effet de halo, c'est qu'en fait, quand on n'est pas capable d'évaluer la valeur de quelque chose, on l'évalue sur un autre élément qu'on sait évaluer. L'un qui est très connu, par exemple, statistiquement, quand vous ne connaissez pas les personnes, les gens beaux vous paraissent plus intelligents parce que vous êtes capable d'évaluer. C'est vrai, c'est démontré par la psychologie sociale, parce qu'en fait, vous n'êtes pas capable, juste en regardant quelqu'un son intelligence, vous êtes capable d'évaluer sa beauté. Donc, comme vous donnez un caractère positif sur un sujet, par extension, sur les sujets que vous ne maîtrisez pas, vous allez penser que c'est aussi le cas. De la même façon, quand on regarde un CV, c'est l'effet de halo, et aussi ce qui fait que quand on regarde un CV, on donne autant d'importance au diplôme. Vous ne connaissez pas forcément les tenants et les aboutissants des postes dans les différentes structures. Par contre, vous connaissez les classifications de diplômes, un diplôme qui vous paraît bon ou mauvais. Donc, vous vous rassurez sur cet élément que vous maîtrisez. Et si vous le trouvez positif, vous allez partir sur un biais positif pour le reste. Si vous trouvez négatif, vous allez partir sur un biais négatif pour le reste. Donc ça, c'est important pour votre différenciation, parce que si votre client n'est pas, par exemple, capable d'évaluer la qualité de ce que vous faites, vous pouvez mettre en avant un élément que le client est capable d'évaluer. Par exemple, Darty et son contrat de confiance. Par exemple, aussi le slip français. On prend un élément très clair, facilement identifiable. Les produits sont fabriqués en France. Et par extension,
comme c'est un élément qui est considéré comme positif, les gens pensent que le produit est de qualité. Or, les personnes capables d'évaluer, en tout cas, je ne fais pas partie des personnes capables d'évaluer la qualité artisanale d'un sous-vêtement, et je pense que c'est le cas de la plupart des consommateurs, mais on a la preuve qu'on a cet élément concret positif, c'est fabriqué en France, et ça va, on va dire, avoir un effet sur tout le reste. Donc, par le halo. Donc, ça, c'est important quand vous voulez vous différencier. Mettez un élément objectif, même s'il n'est pas toujours lié. L'effet de réseau. Alors, l'effet de réseau, il ne concernera pas tout le monde. On va le faire très très vite. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés, on entrera dans le détail. L'effet de réseau, il concerne certains secteurs d'activité très précis pour lesquels l'utilité et l'intérêt du produit ou du service est proportionnel à son nombre d'utilisateurs. L'exemple typique, c'est les réseaux sociaux. Plus il y a d'utilisateurs sur un réseau social, plus vous avez intérêt à aller dessus, puisque plus il y a de personnes à contacter sur ce réseau. L'exemple, par exemple, c'est l'effet perverse de ce système, c'est que sur les marchés où il y a des effets de réseau, il faut réfléchir complètement différemment, parce que c'est des marchés où, pour reprendre l'expression anglo-saxonne, winner takes all. Sur les réseaux sociaux professionnels, par exemple, on avait en France LinkedIn numéro 1, Viadeo numéro 2. Viadeo, alors qu'ils avaient des usagers, alors qu'ils avaient des services performants, a fini par être dans une situation financière qui est très très compliquée. Sur les plateformes de vidéo, YouTube numéro 1, Dailymotion numéro 2, puis on avait Watt TV de TF1 numéro 3, on n'en entend plus parler des numéros 2 et des numéros 3. Donc si vous êtes sur un marché qui est concerné par l'effet de réseau, oubliez tout ce qu'on a dit avant sur la rentabilité, sur les prix, il faut tout faire à perte pendant des années et trouver des financeurs pour vous financer à perte pendant des années pour être celui qui a le plus d'usagers. Et une fois que tout le monde est mort et qu'il ne reste plus que vous, et ben là, vous commencez à gagner de l'argent. Donc on rentre dans des logiques qui sont complètement différentes, les logiques notamment de start-up. Donc voilà, comprendre que quand on est de licorne. Ça, voilà. Même plus que de start-up, c'est de licorne, ouais. C'est donc, y a pas de... le up n'est que par le financement. Mais c'est vrai que ce sont des effets importants parce que là, on n'est plus du tout dans un biais cognitif, on est quand même dans quelque chose de concret, hein, de l'effet de réseau, et qui oblige du coup, en fait, qui pose la question des stratégies de développement et des offres à long terme, et qui pose souvent la question de la concentration nécessaire des acteurs dans certains marchés. Et c'est peut-être la dernière chose qu'on voulait aborder avec vous avant de parler très rapidement d'un côté plus pratique. C'était que développer finalement une offre à très long terme, ça nécessite sans cesse de la faire évoluer. De la faire évoluer par rapport à l'évolution du marché, par rapport à l'évolution des besoins des clients. Et c'est vrai que de temps en temps, et on en parlait avec Béranger hier, il y a certains développements qui sont liés également à la capacité de financement. On parlait tout à l'heure dans les marchés des barrières à l'entrée. Il y a des barrières financières, parfois, au-delà des barrières des diplômes. Et il y a des stratégies de développement qu'on pourra pas forcément mener avec le même actionnariat que l'actionnariat de départ. C'est là où il faut envisager toutes les opportunités de sortie et où la construction de l'offre peut se faire dans le cadre d'une opportunité de sortie. On voulait parler un petit peu, essayer de positionner toutes les idées là qu'on a pu aborder pendant cette grosse demi-heure sur des cas un peu plus pratiques. Le premier cas, c'est le repositionnement d'une offre d'accessoires de mode pour hommes, sur lequel on a eu l'occasion de travailler puisque ce sont deux amis qui avaient créé cette boîte il y a quasiment une dizaine d'années maintenant, 7-8 ans, et c'était des amis qu'on a rencontrés il y a 15 ans à Lyon 3. Et qui rencontraient des problématiques financières. Et puis voilà, alors pour faire le lien avec la slide juste avant, eux typiquement ils ont un petit actionnariat qui faisait moins de 40 000 euros. Ils se sont lancés avec les compétences qu'ils avaient en interne, et même si ils ont des moyens et maintenant des jobs qui leur permettent d'investir dans leur projet, ils n'auront jamais les moyens de développer 40 boutiques en France et d'aller concurrencer la distribution d'une marque d'accessoires de mode. En revanche, ils ont la possibilité de développer une offre qui peut intéresser quelqu'un d'autre qui aura les moyens de développer tout ça. C'est là où les opportunités de sortie sont également à prendre en compte dans la définition d'une offre. Sur le cas pratique, d'accessoires de mode pour hommes, les premiers constats qu'on a pu avoir en arrivant là-bas, c'est qu'il y a énormément d'obstacles liés à la création, à la production, au stockage
c'est la distribution des produits, développer une marque et développer une entreprise sur le secteur de la mode, qui est en plus un secteur en décroissance, n'est pas évident du tout. Heureusement qu'il y a le e-commerce, il faut en être un spécialiste et les volumes ne sont pas toujours adaptés aux stratégies de luxe. Il y a un avantage concurrentiel malgré tout à construire parce que le milieu de la mode est en train de complètement évoluer et l'image de marque, on en parlait, est un moyen de différenciation. La qualité de la production et l'éthique de la production en est un également et tous les services qui sont proposés en complément en sont des pistes de développement. Et malheureusement, quand on se lance dans des petites entreprises comme ça avec si peu de capital, il faut que les métiers maîtrisés en interne soient limités au strict nécessaire. Du coup, c'est pour ça que dans le premier cas pratique, enfin dans tout cas dans ce cas-là d'accessoires de mode, de produits en tout cas, pour le repositionnement, il a fallu rationaliser l'offre déjà, c'est-à-dire qu'à la base, ils avaient une offre qui était énorme, avec aussi bien de la maroquinerie que de la chapellerie, que de textile, des produits qui allaient finalement de 5 à 500 euros sans vraiment avoir de cohérence. Donc, il a fallu rationaliser. On a rationalisé déjà au textile, un peu de chapellerie, mais qui est plus pour pouvoir continuer à travailler de la laine. Une population cible élargie, puisqu'à la base, ils avaient un positionnement qui était très dandy bobo, et qui finalement ne permet pas de faire des volumes suffisants pour aller toucher les consommateurs et être rentable. Et il y a toute une réflexion sur les canaux de distribution et les prestataires de services qui est toujours en cours parce que c'est très très difficile de conserver sa distribution en propre et de faire une distribution par d'autres intermédiaires tout en conservant sa qualité. Sur un cas pratique numéro 2, un petit peu plus sur une création d'offres de services. Avec Béranger, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille un petit peu sur la création d'une offre d'accompagnement RH depuis quelques années. Une offre qui tourne autour de la formation, du recrutement et du management de transition. Si on regarde un petit peu le marché, on reprend un petit peu toutes les notions qu'on a abordées, c'est un marché en partie réglementé. C'est vrai que Béranger disait tout à l'heure qu'il c'est un marché ouvert, c'est vrai, mais pas entièrement. Si on prend les 7,3 milliards d'euros, on parle quand même également des avocats, on parle également des experts comptables, on parle également des professionnels libéraux réglementés qui prennent une partie de ce chiffre d'affaires, de ce marché-là. Il y a eu un choix de prestations à adapter. Il faut bien se dire que dans le conseil, le produit, c'est la personne, c'est le consultant. Donc, je pense que les prestations sont toujours, quoi qu'il arrive, adaptées au réseau initial de consultants et au réseau initial de clients, puisque c'est un métier de réseau. On aura beau faire toute la com que vous voulez, vous prendrez jamais beaucoup de parts de marché au Big Five. Hein. Il y a des prestations de services qui sont, et en tout cas des cibles clients qui sont réservées, qui sont un peu le monopole des gros. Une intégration, comme je vous disais, au-delà de parler d'une domination, on peut parler déjà d'une intégration par les coûts en ciblant des niches légales, notamment la formation, et en conservant une structure légère en réseau. L'un des points qu'on a eu à cœur depuis 5 ans avec Béranger, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de continuer à garder notre indépendance. Ce qui lui permettait, lui, d'aller développer des jeux de société, développer une partie culturelle, de continuer à travailler à côté, et moi, de développer toute ma partie client sur une offre qui me correspondait réellement. Une communication forcément ciblée, mais en tout cas beaucoup de réseaux et qui correspond au savoir-faire qu'on est capable de faire. Un positionnement prix élevé, parce que je pense que pour le conseil, si on veut se positionner, il faut une image un peu haut de gamme, et des consultants expérimentés et réputés pour garantir la qualité. Si on peut essayer d'élargir un petit peu notre réseau, on pourra forcément aller toucher d'autres clients et fournir de nouvelles prestations. Si je devais résumer un petit peu tout ça, les 3 axes, c'est de construire une offre RH autour de la formation, du recrutement et du management de transition, de véhiculer une image haut de gamme et spécialiste des secteurs définis précisément, parce qu'on ne peut pas aller taper tous les secteurs n'importe comment, et de rassembler des indépendants expérimentés autour d'une identité commune, parce que il faut des spécialistes et des spécialistes avec de l'expérience. Merci de votre écoute. On